La marijuana, ou cannabis, est la drogue la plus consommée dans le monde. Elle est utilisée depuis des millénaires aussi bien pour des raisons récréatives que thérapeutiques, et ce, malgré une prohibition progressive. Aujourd'hui, cette politique répressive est remise en cause. La question de la légalisation est au centre du débat partout dans le monde. Alors, prêt à découvrir l'envers du décor du monde de la drogue ? D'ordinaire considérée comme une drogue, la marijuana est avant tout une plante naturelle dont on cultive différentes variétés depuis des siècles. Comment agit-elle sur le corps ? À l'image des Romains qui l'utilisaient pour ses vertus thérapeutiques, on utilise de plus en plus le cannabis dans le traitement de nombreuses pathologies. Parmi la centaine de molécules qui le composent, 2 en particulier ont des effets réputés. Le THC, qui contient une substance psychoactive et provoque les effets d'euphorie tant recherchés. Et le cannabidiol, ou CBD, qui est utilisé pour ses effets anxiolytiques. Ainsi, le cannabis a 2 usages bien distincts. Un usage récréatif, qui est illégal dans la plupart des pays, du fait de la dépendance qu'il crée, et un usage médicinal, légal presque partout. Et cette fameuse herbe pourrait aussi aider à réguler le métabolisme du corps. Votre corps est composé d'un système endocannabinoïde, c'est-à-dire que les cannabinoïdes qu'il absorbe peuvent agir sur votre sommeil ou votre appétit. La plante est par exemple utilisée pour traiter l'arthrose, la hernie discale, le choc post-traumatique, le cancer, les troubles du sommeil. Et vous, avez-vous déjà essayé de soulager vos douleurs par ce moyen ? Cette médecine alternative, utilisée depuis des générations, est donc de plus en plus acceptée. Pourtant, dès le milieu du XXe siècle, les États ont lancé une véritable guerre des drogues pour en interdire la vente et l'utilisation. C'est Nixon qui emploie cette expression le premier. Il déclare que le marché de la drogue est l'ennemi public du pays, et cette lutte devient la pierre angulaire de son programme, à laquelle il consacre un budget croissant. Qu'en est-il des résultats d'une telle politique ? Cette guerre ne fonctionne absolument pas. Et si ce n'était pas la consommation de cannabis qui pose problème, mais son influence sur la criminalité ? Très vite, on constate que malgré des peines de prison longues et nombreuses, des réseaux criminels se développent. Mafias et cartels naissent de l'interdiction, jusqu'à ce que la drogue devienne le marché le plus lucratif du monde. Et, autre conséquence, les discriminations explosent. Ce sont les minorités ethniques qui sont contrôlées, arrêtées et incarcérées, alors que les consommateurs aisés passent entre les mailles du filet. C'est pour cela que dès 2000, de nombreux pays choisissent de dépénaliser le cannabis, voire de le légaliser. Uruguay, Canada, États américains comme la Californie. Bien que la guerre des drogues, coûteuse et peu efficace, soit peu d'actualité, les gouvernements restent partagés. Pour ou contre la légalisation ? Commençons par les arguments en faveur. Le tabac et l'alcool, qui n'ont aucun rôle thérapeutique et présentent plus de risques pour la santé, sont légaux. Ensuite, si l'on souhaite contrôler ce qui est vendu et rendre les produits moins nocifs, régulariser le cannabis serait la solution. De plus, la prohibition de la marijuana coûte cher aux collectivités. Une simple possession entraîne une arrestation et une peine de prison. N'est-ce pas de l'argent gâché ? Cette prohibition provoque aussi une surpopulation carcérale, la démultiplication et l'enrichissement des criminels, un accroissement des règlements de compte et des meurtres qui y sont associés. Passons à présent aux arguments contre la légalisation. Et si en autorisant la consommation de cannabis, on banalisait cette drogue et on encourageait les usagers à en expérimenter d'autres ? Parmi les effets négatifs sur la santé cités par les opposants, on retrouve des troubles de la mémoire, une baisse de motivation, une augmentation du taux d'accident sur la route. En prime, il pose la question des motivations des États. Veulent-ils s'enrichir en encourageant le commerce du cannabis afin de récolter toujours plus de taxes ? Aux États-Unis, pourtant le premier pays à prohiber la marijuana, on a choisi son camp. Petit à petit, État par État, les lois sont assouplies. Dans le Colorado, la vente de la marijuana comme drogue récréative est légalisée depuis 2014. Et aujourd'hui, il compte plus de boutiques vendant de la drogue que de McDonald's. On peut donc y observer les retombées de la légalisation. D'abord, les champs et serres consacrés à la culture du cannabis se sont développés, créant des emplois et augmentant les revenus des fermiers et des collectivités.
Comme le cannabis est taxé à hauteur de 15%, les recettes de l'État sont colossales. Dans le Colorado, une partie de cet argent a financé la construction d'écoles. Ensuite, on remarque que les arrestations pour possession de drogue ont considérablement baissé, ce qui permet à la police de se consacrer à des affaires plus importantes, comme la résolution de crimes. Est-ce que le taux de consommation a augmenté? La réponse est non. Il en va de même pour les accidents qui y sont liés. Aussi, depuis 2014, d'autres États ont suivi le mouvement. Nevada, Californie, Washington, Alaska, Michigan. Au Mexique, la situation est différente. Le cannabis est le business le plus meurtrier du pays et les cartels constituent une force puissante. Le gouvernement mexicain lutte en vain. Il saisit et brûle les champs de marijuana, mais n'arrête pas pour autant le trafic. Le plus grand cartel au monde est celui de Sinaloa, dirigé par El Chapo. Comment le Mexique fait-il face depuis les légalisations dans les États frontaliers? La demande s'amoindrit auprès des gangs, les producteurs peinent à vendre et bientôt, le cannabis n'aura plus d'intérêt pour les cartels. Le Mexique n'a plus le monopole de la drogue. Désormais, c'est l'Amérique du Nord qui fournit l'Amérique du Sud. Et leurs produits sont moins chers, de meilleure qualité et légaux. Alors le Mexique n'a d'autre choix que de s'aligner sur ses voisins et d'à son tour légaliser la vente et la consommation de cette drogue. Ce serait la seule solution pour aider les agriculteurs à vivre et diminuer drastiquement les activités criminelles. Mais est-ce que les cartels vont disparaître pour autant? Certes, ils ont perdu une énorme part de marché depuis la légalisation du cannabis. Cependant, ils se sont tournés vers d'autres activités criminelles. Au Mexique, ils se concentrent sur la production d'opium, qui permet de produire de la morphine et de l'héroïne, antidouleurs puissants qui sont très prisés dans le monde. Et d'autres drogues connaissent une énorme demande, comme la cocaïne en Europe. En outre, les cartels diversifient leur activité et se tournent vers d'autres marchés illégaux. Trafic d'armes, blanchiment d'argent, trafic d'êtres humains, meurtre. La légalisation du cannabis n'a pas eu l'effet escompté au Mexique. Quelle est la situation en France? C'est le plus gros consommateur de cannabis en Europe, avec près d'1 million d'usagers par an et 700 000 consommateurs quotidiens. Pourtant, une politique répressive est menée. C'est même la première cause d'arrestation policière. Et ce sont les plus pauvres et les minorités qui en payent le prix, puisque ce sont eux qui sont les plus arrêtés. Le cannabis est le commerce principal dans les quartiers les plus défavorisés, parce que la discrimination sur le marché du travail y est la plus forte. Le seul recours des jeunes pour s'enrichir devient alors le trafic. Au-delà de ces problèmes discriminatoires, l'interdiction de la marijuana entraîne des pratiques de consommation dangereuses. Par exemple, le cannabis est souvent mélangé au tabac, ce qui le rend plus dangereux pour la santé, puisqu'il altère les fonctions cérébrales. Cependant, depuis 2018, l'usage et la vente du CBD sont autorisés, ce qui pourrait ouvrir la voie à l'usage du cannabis dans le futur. L'exemple des pays voisins pourrait ouvrir le débat. D'autant plus que le cannabis devient un investissement financier rentable et un marché florissant pour de plus en plus d'entreprises. La firme américaine MedMen a obtenu un capital énorme grâce à sa cotation en bourse. Au Canada, Canopy Growth possède un chiffre d'affaires comparable à celui de Carrefour. En parallèle, cela permet aux producteurs de raffiner et d'améliorer leurs produits et de créer de nouvelles méthodes de consommation. Par exemple, on trouve le cannabis sous forme d'huile, de chocolat, de boissons, ce qui permet de toucher d'autres consommateurs, comme les femmes et les personnes âgées. Tout ceci s'accompagne d'un danger. Les grandes multinationales d'alcool et de tabac, en déclin, cherchent à collaborer avec les entreprises de marijuana. Or, c'est dangereux de la mélanger à ces substances. Le taux de THC dans le sang augmente, et cela peut générer des dépendances multiples. Innover, oui, mais mettre en danger la santé des usagers, non. Conclusion. Au cours des 10 dernières années, la guerre des drogues s'est interrompue. Les pays qui dépénalisent, voire légalisent le cannabis, sont de plus en plus nombreux. Le résultat, c'est que les produits sont de meilleure qualité, que le taux d'incarcération baisse et que les entreprises y voient un attrait économique indéniable. Il est encore un peu tôt pour mesurer pleinement l'impact de la légalisation sur la société. Quoi qu'il en soit, la tendance est la même partout dans le monde. On tend vers une légalisation généralisée.